Enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 42 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur le génocide que commet l'entité sioniste à Gaza. Il est intitulé « Génocide à Gaza, l'Afrique du Sud met la justice internationale face à ses responsabilités ». Alors l'Afrique du Sud a déposé lundi 28 octobre 2024 son mémoire sur le génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice à La Haye. Devant la plus haute cour de l'ONU, Pretoria a accusé l'entité sioniste de violer la Convention sur le génocide dans l'enclave palestinienne. Début 2024, les juges de la CIG avaient déjà estimé qu'il existait un risque de génocide et avaient notamment ordonné à l'occupant sioniste de laisser passer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Alors, ce sont les preuves accablantes du génocide à Gaza, affirme l'Afrique du Sud dans un communiqué. Pretoria a déposé un mémoire de 750 pages appuyé par de nombreuses preuves. Des preuves pour arrêter la catastrophe, espère l'Afrique du Sud avec cette procédure ouverte depuis plus de 10 mois. Les preuves démontrent, selon Pretoria, qu'Israël a créé des conditions de vie qui visent la destruction physique des Palestiniens de Gaza. L'Afrique du Sud a aussi demandé dans son communiqué un cessez-le-feu au Liban et en Palestine et dénoncé l'impunité d'Israël. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné que l'action de Pretoria devant la Cour vise à assurer la même solidarité globale qui a aidé l'Afrique du Sud à sortir de l'apartheid. Selon la Convention sur le génocide, les États ont l'obligation d'empêcher ou d'essayer tout acte de génocide. 10 autres pays se sont donc conformés à cette obligation en se joignant à la procédure intentée par l'Afrique du Sud. Parmi eux, la Palestine, la Turquie, le Mexique et l'Espagne. Alors, pour parler de cette actualité brûlante, il y a avec nous Mokhran Aïtouarabi, journaliste politique. Bonjour, monsieur Aïtouarabi. Bonjour, monsieur Cherfroui. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, comme à chaque numéro de l'événement du Sahel, nous serons accompagnés par Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques et ancien journaliste. Bonjour, monsieur Kateb. Bonjour, Zine Chafaoui. Bonjour, Mokhran, et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci beaucoup Ahmed Kateb, bienvenue à vous. Alors messieurs, avant de rentrer dans le vif du débat, faisons d'abord une mise en contexte ou une mise en perspective. Monsieur Kateb, quelle est la situation qui prévaut actuellement à Gaza et plus largement dans les territoires palestiniens occupés? Alors, en un mot, la situation est catastrophique, même si le qualificatif ne renvoie pas l'image réelle de ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, et dans une mesure un peu plus large, y compris au Liban. Oui. Donc, on est devant guerre génocidaire menée par l'entité sioniste d'une manière flagrante et hontée à l'encontre de toutes les lois internationales, de tous les traités internationaux contre le peuple palestinien. L'entité sioniste est en train de systématiquement décimer le peuple palestinien parce qu'il est attaché à sa terre. On est face à un génocide, nous sommes également face à un ethnocide. Israël, l'entité sioniste, entend, entre guillemets, nettoyer la bande de Gaza, oui. Nettoyer la Cisjordanie qu'il qualifie de Judée-Samarie selon la mythologie biblique pour redorer le blason des colons ultra-sionistes, suprémacistes, venus d'Ukraine, venus de Russie, des États-Unis, d'Europe ou je ne sais d'où, pour qu'ils puissent s'installer au lieu et à la place d'une population qui est là-bas depuis plusieurs millénaires. Donc, nous sommes face à un génocide. Les chiffres sont là. Oui. Plus de 40 000 martyrs,
pour la Alors, seule bande de selon Reza. d'autres sources, Ahmed Kateb, selon d'autres sources, on parle même de 140 000 morts, parce qu'il y a beaucoup de martyrs que nous n'avons pas encore retrouvés Tout à fait. depuis le 7 octobre. Tout à fait. Moi, je suis en train de lire les statistiques de l'organe central des statistiques palestiniennes. Oui, Donc, oui. et c'est Le mis à jour. le ministère palestinien de la Santé. Tout à fait. Et c'est mis à jour en temps réel. Oui, Donc, à Gaza, c'est 43 061 martyrs. Pour la Cisjordanie, c'est 763 martyrs. Plus de 10 000 disparus, vous venez de le souligner. effectivement. Pour les femmes, les seules femmes, elles sont 11 742 martyrs femmes, 17 210 enfants Oui, martyrs, donc 182 journalistes, 1047 médecins, aides-soignants, infirmiers. Donc on est face à une élimination systématique de tout ce qui est palestinien. oui, Et là, la plainte introduite par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, fin 2023, trouve toute sa pertinence parce d'abord, elle met les institutions internationales et surtout la justice internationale face à ses responsabilités, oui, et elle fait avancer la jurisprudence internationale par rapport à ces crimes commis par des États, oui, l'entité sioniste en l'occurrence, des crimes de génocide. Maintenant, vous savez, vous avez cité le mémoire déposé par l'Afrique du Sud il y a 2 jours, oui, oui. il y a quelques jours, disons, on est à 4000 pages d'annexes Exactement. et 750 pages pour le réquisitoire et 4000 pages d'annexes. Oui, C'est qui quelque constitue chose effectivement d'annexes et de photographies. d'extraordinaire. Tout à fait. C'est quelque chose d'extraordinaire pour comprendre l'immensité et l'étendue du crime commis par Oui. l'entité sioniste. Et là, il faut rendre hommage à l'Afrique du Sud, Oui, parce oui. que pour les Sud-Africains, c'est tout à fait logique de soutenir la lutte du peuple palestinien. Un petit retour en arrière, 1948. Oui, mais Et justement, la Nakba, Ahmed Kateb, Oui. on va y arriver, on va y arriver. La décision, l'initiative de l'Afrique du Sud intervient à un moment aussi, pour vous dire que la situation est extrêmement grave. Vous avez planté le décor, vous avez donné une idée chiffrée du désastre et du malheur que vivent les Palestiniens depuis un peu plus d'une année. Les Palestiniens vivent sous les bombes depuis un peu plus d'une année. En plus des chiffres que vous avez donnés très récemment, on parle aussi de 26 000 malades et blessés qui ont besoin de soins urgents à l'extérieur de Gaza. On oublie aussi de rappeler qu'il y a eu 167 secouristes qui ont été tués. Il y a aussi, Israël ne veut pas qu'il y ait des témoignages de son génocide. Il y a Oui, 180 journalistes qui ont été assassinés. 182, plus exactement. 182 journalistes qui ont été assassinés depuis le début du génocide à Gaza, et des jours sombres attendent les Palestiniens malheureusement, parce que le Parlement sioniste a décidé d'interdire l'UNRWA. L'UNRWA, tout à C'est fait. extrêmement grave. C'est grave pour la communauté internationale, c'est grave pour la légalité internationale. L'UNRWA est une agence des Nations Unies Exactement. créée par les Nations Unies justement pour venir en aide aux réfugiés palestiniens. Oui. Donc sa mission est bien définie par les textes fondateurs de cette agence, et l'entité sioniste, qui se croit au-dessus de toute légalité, a décidé d'ostraciser cet organisme, et elle a décidé que tous les travailleurs de l'UNRWA étaient des militants du Hamas. Donc pour elle, c'était des hommes à abattre. Maintenant, le silence de la communauté internationale, c'est ça qui pose problème, et il faudrait peut-être mettre le haut là, parce que l'entité sioniste ne peut pas être exemptée de toute
de tous ces actes et surtout de tous ces méfaits de génocide. On a peut-être omis de dire qu'il y a une véritable famine à Gaza et que l'entité sioniste, et les Sud-Africains l'ont bien souligné, utilise la famine comme arme de guerre pour poursuivre. Ça, c'est les Sud-Africains, c'est le président Ramaphosa qui le dit, poursuivre ses objectifs de dépeuplement de Gaza par une mort massive et un déplacement forcé des Palestiniens. Donc on est face à une entreprise systématique. On est en train de vider la bande de Gaza, on est en train de pousser les Palestiniens, ce qui reste des Palestiniens encore en vie, à sortir de ce territoire. Et on a vu, il y a des images qui ont fait le tour du monde, des opérateurs immobiliers sionistes qui sont en train de présenter des plans, des maquettes de résidences qui seront construites au nord de la bande de Gaza, sur des terres palestiniennes, pour faire créer de nouvelles colonies pour des colons ultra-sionistes qui considèrent que Gaza est la terre promise. Merci beaucoup, Ahmed Kateb, pour tous ces éléments. On revient vers vous dans quelques instants. Le temps de faire un petit tour de table. Mqorana et Touarabi, la situation est extrêmement grave. Alors, si la décision du Parlement sioniste d'interdire l'UNRWA est adoptée, on s'achemine vers un nouveau désastre, car les activités de l'UNRWA ont un impact sur les opérations humanitaires à Gaza et dans plusieurs parties de la Cisjordanie. L'UNRWA, tout le monde le sait, est la plus grande organisation humanitaire à Gaza et la principale responsable de la réponse humanitaire, notamment en matière d'abri, de nourriture, de soins de base. Alors, il est impensable que l'UNRWA ne puisse pas faire son travail, parce que si tel était le cas, on assisterait tout simplement à une hécatombe humanitaire, ce qui est déjà le cas. On assiste là à une exacerbation, à une aggravation justement de cette politique génocidaire mise en place par l'entité sioniste depuis le 7 octobre. Le but est l'extermination de la population. Au fil des jours, on constate qu'il n'y a pas d'autres objectifs que celui de vider Gaza de sa population, donc de tuer ou de faire fuir ces populations, de les pousser à quitter leur terre. Cette décision qui a suscité justement de vives réactions de condamnation au niveau international, parce que elle est tout simplement inhumaine, elle est d'une cruauté sans égale, parce que c'est un acte du 21e siècle. C'est le premier génocide, avec l'interdiction de la seule agence qui puisse venir un tant soit peu, parce que les conditions sont très difficiles, venir un peu. Et les aides ne rentrent pas. Les aides, il y a un manque terrible, et malgré tout ça, malgré cette politique justement qui vise à priver cette agence de tous les moyens pour venir en aide aux Palestiniens qui vivent l'enfer sur leur terre à Gaza, on trouve que c'est pas assez, donc ils veulent carrément interdire l'UNRWA pour acter définitivement leur projet d'extermination de cette population de quelques on parle de 2,5 millions d'habitants. On a déjà tué officiellement déjà plus de 50 000, mais selon des estimations, parce qu'il y a tellement de destruction, il y a tellement de Gaza est à 90% complètement détruite, il y aurait certainement des centaines de milliers de personnes tuées qui sont encore sous les décombres. Aujourd'hui, on parle de 140 000 pour l'année prochaine. Oui, peut-être même plus, parce que de toute manière, l'ampleur de la destruction nous rappelle un peu ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, mais dans une période plus courte que la guerre mondiale, qui a duré 5 ans. Là, on est à peine une année déjà. On a toute une zone. C'est une hécatombe humanitaire. Hécatombe humanitaire
depuis le début de la guerre, il y a eu les bombardements continus. Et il y a eu aussi toute cette politique de privation de la population des éléments nécessaires à la vie, vitaux à la vie, comme l'électricité, l'eau, la nourriture. Tout ça rentre dans le cadre d'une politique génocidaire qui a été démontrée par des preuves documentées. Je rajoute de l'eau à votre moulin. Rappelons qu'avant la guerre, déjà, Gaza était sous blocus. Depuis 2004. On la qualifie de prison à ciel ouvert. C'est de prison à ciel ouvert. Cette politique qui a été accentuée après le 7 octobre a été mise en pratique depuis 2004. Rappelons, on peut rappeler justement, il y a eu des épisodes comme ça où les Gazaouis étaient privés d'électricité, ils étaient privés d'eau, sachant que Gaza est sous le contrôle total en termes de moyens de survie, comme l'électricité, les infrastructures. Une dépendance de l'extérieur. De l'extérieur, elle est sous le contrôle de l'entité sioniste. Rien ne peut parvenir dans cette enclave, on l'appelle déjà l'enclave, sans l'autorisation de l'entité sioniste. Oui, effectivement. Donc il n'y a pas à s'étonner si les Palestiniens ont décidé de prendre leur destin en main et de se rebeller contre le joug sioniste. Ahmed Kateb, la présidence sud-africaine a expliqué que le mémoire qu'elle a adressé à la CIG contenait des preuves montrant que le gouvernement israélien a violé la Convention sur le génocide en promouvant la destruction des Palestiniens vivant à Gaza et en les tuant physiquement avec une variété d'armes destructrices, en les privant d'accès à l'aide humanitaire, en provoquant des conditions de vie destinées à leur destruction physique, en ignorant et en défiant de nombreuses mesures provisoires prises par la Cour internationale de justice, en utilisant la famille comme une arme de guerre et en promouvant les objectifs d'Israël d'évacuer les citoyens de Gaza par le meurtre en masse et le déplacement forcé des Palestiniens. Ahmed Kateb, nous sommes face à ce qui apparaît être clairement un cas de nettoyage ethnique. C'est tout à fait le cas. Cela n'est pas sans rappeler toute la litanie que les sionistes avaient l'habitude de servir au monde entier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reproduire le même schéma nazi, hitlérien, de solution finale, dont les Juifs ont été, entre guillemets, victimes. Mais pas que, parce qu'il y avait également les Tziganes, il y avait les Roms, il y avait les malades mentaux, etc. Donc, on est face à un nettoyage ethnique systématique, parce qu'ils sont palestiniens, les Palestiniens sont tués, sont réduits à la famine ou sont poussés à quitter leur terre. Parce qu'ils sont tout simplement palestiniens. C'est tout. Donc, on est face à une sorte de, entre guillemets, reconquête du territoire de la bande de Gaza pour éliminer toute présence palestinienne et rétablir les colons sionistes. De même pour ce qui est en train de se passer en Cisjordanie occupée également, on l'entend moins, mais tous les jours, il y a des actes de vandalisme, il y a des actes d'expulsion, des assassinats. Il y a des actes d'assassinat de Palestiniens, parce qu'ils sont Palestiniens et parce qu'ils ne veulent pas quitter leur terre, ils ne veulent pas vendre ou brader leur maison, on les tue, on les brûle et on utilise les mêmes méthodes nazies à leur encontre. Donc on est là face à une sorte de systématisation de la mort. Et là, les sionistes semblent exceller. Ahmed Kateb, pour aller dans le sens de votre développement, actuellement, il y a même des intellectuels israéliens qui commencent à
qui commence à dénoncer la politique génocidaire de l'entité sioniste, des intellectuels, bien sûr, je parle d'intellectuels israéliens indépendants, dans un ouvrage récent, Ilan Papé, qui est un historien, revient sur la formation de l'État d'Israël. Il dit qu'entre 1947 et 1949, plus de 400 villages palestiniens ont été délibérément détruits, des civils ont été massacrés et près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été chassés de chez eux sous la menace des armes. Alors, il dit que ce nettoyage ethnique a été passé sous silence pendant plus de 60 ans et peine encore à être considéré dans sa pleine mesure. Alors, s'appuyant sur une quantité importante d'archives, Ilan Papé refute indubitablement le mythe selon lequel la population palestinienne serait partie d'elle-même et démontre que, dès ses prémices, l'idéologie fondatrice d'Israël a œuvré pour l'expulsion forcée de la population autochtone. On est face à un scénario qui se réédite, Ahmed Kateb. C'est tout à fait le cas. Les Israéliens, les sionistes actuellement, veulent rééditer le scénario de la Nekba, de 47-48. On parle d'ailleurs de Nekba aujourd'hui. Tout à fait. On veut vider ce qui reste de la Palestine historique de sa population. On est face à des plans très anciens. Attention, ce n'est pas nouveau. Netanyahou, qui fait partie du courant du sionisme révisionniste, pour lui, les Palestiniens, les bons Palestiniens sont les Palestiniens qui vivent en dehors de la Palestine historique. Exactement. Donc, il faut par tous les moyens les expulser. On est face à une idéologie fasciste mise en place par Jabotinsky, dont le père de Netanyahou était le secrétaire particulier. Donc on comprend la filiation idéologique et intellectuelle. Donc on est face à une réédition de la Nekba de 48 et les sionistes disent voyez, c'est une terre sans peuple. C'est une terre sans peuple. On est en train de répéter un mythe qui a été ressassé par David Ben Gourion en 47, 48, 49. C'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc c'est une idée complètement fausse. C'est une contre-vérité historique, démographique, politique, diplomatique, économique, sociale, culturelle, absolue, pour faire croire que la terre de Palestine est une terre vide. C'est une folie. Alors Ahmed Kateb, Ilan Papé, parlant justement de ce qui se passe actuellement à Gaza, il dit que la guerre menée par Israël au peuple palestinien n'est pas de l'autodéfense, mais un génocide. C'est ça, c'est un génocide, parce que tout simplement, on est en train de tuer en masse. Ce sont des tueries en masse. Ce n'est pas... on n'est pas en train d'éliminer, entre guillemets, un groupe de personnes taxées de terroristes parce qu'ils font partie d'un mouvement X ou Y. On est en train de tuer, de punir et de tuer tout un peuple parce que ce peuple fait de la résistance. Parce que ce peuple dit 75 ans ou plus d'injustice, ça suffit. Parce que c'est un peuple qui veut résister. Parce que c'est un peuple qui a démontré au monde entier que le mythe d'un Israël invincible n'existe plus depuis le 7 octobre. Exactement. Merci beaucoup, Ahmed Kateb, pour tous ces détails. Moukran Eitou Arabi, alors l'Afrique du Sud, ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud s'adresse à la Cour internationale de justice. Elle l'avait saisi, Pretoria avait saisi la CIG en décembre 2023. Le pays de Nelson Mandela avait estimé alors qu'Israël commettait un génocide à Gaza. La CIG a rendu son verdict le 26 janvier 2024. Alors, si la Cour de justice internationale n'a pas directement statué sur l'accusation de génocide, elle a néanmoins donné raison à l'Afrique du Sud sur plusieurs points et a partagé son inquiétude en exhortant notamment l'entité sioniste à prévenir tout éventuel acte génocidaire et à permettre l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. Cette décision de la CIG
avait quand même des airs de victoire. Là, l'initiative sud-africaine a réussi à faire bouger les lignes et à faire sortir de l'Israël de l'impunité dont elle bénéficiait quand même jusque-là. Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup de pays ont rapidement soutenu cette plainte déposée en décembre 2023 par l'Afrique du Sud. Oui. Vous avez cité quelques-uns. Le dernier en date, c'est l'Espagne qui a rejoint un premier pays européen à rejoindre donc la plainte de l'Afrique du Sud. Oui. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres pays qui se sont joints à l'initiative. Mais pour qu'un pays européen fasse le pas, c'était pas évident auparavant. Mais là, l'Afrique du Sud justement a brisé le mur qui fait que personne ne pouvait s'attaquer entre guillemets à Israël, parce que voilà, Israël c'est la conséquence d'un génocide commis durant la Seconde Guerre mondiale. Mais là aujourd'hui, l'Afrique du Sud a apporté la preuve à l'humanité, un complexe notamment européen, surtout européen, vis-à-vis justement de l'entité sioniste qui lui profite et qui lui permet de jouir d'une impunité incroyable. Pendant 76 ans, elle tue les Palestiniens sans que personne ne bouge le petit doigt. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui encore, on assiste à ça, mais grâce donc à la plainte de l'Afrique du Sud, il y a toute la mobilisation et l'intérêt qu'a suscité cette démarche au niveau international. Les collectifs d'avocats se sont adressés au niveau de la société civile aussi. Au niveau international. Aujourd'hui, il y a quand même un pas qui a été franchi vers la fin de l'impunité de l'État d'Israël qui se croyait justement intouchable, tout simplement. Plaidoirie et toute la masse de preuves et de documentation ont mis à mal la défense de l'entité sioniste qui a essayé de contester, mais en vain, parce que les preuves elles étaient accablantes. L'Afrique du Sud a fait un travail tétanesque. Beaucoup d'avocats au niveau aussi international se sont mobilisés, ont aussi apporté leur contribution à la constitution de cette plainte historique contre l'entité sioniste. D'ailleurs, il y a eu par la suite aussi le vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution sur l'adhésion de la Palestine au sein de l'ONU, et une nouvelle victoire parce que aujourd'hui on a démontré que le seul objectif de l'entité sioniste n'était ni de se défendre, parce qu'il n'y avait aucune menace, au contraire, c'est elle l'agresseur. Elle occupe le territoire palestinien, la Grèce depuis 76 ans, et aujourd'hui encore, elle cherche à le vider de sa population. L'ONU reconnaît le droit au peuple palestinien de se défendre. Tout à fait, parce que là, on assiste à un massacre en silence à Gaza, qui risque justement de provoquer le plus grave génocide de l'histoire de l'humanité. Justement parce qu'aujourd'hui, il y a la bataille au niveau de la CIJ, effectivement, que l'Afrique du Sud et d'autres pays sont en train de mener avec l'appui de nombreux autres États qui soutiennent l'État de Palestine. Il y a la bataille au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, justement, où la Palestine a enregistré une grande victoire avec justement ce statut qui lui a été donné par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc comme membre à part entière au sein de l'ONU. Oui. Alors l'Algérie fait beaucoup pour la question palestinienne au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis que l'Algérie a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité, l'instance onusienne pratiquement se réunit un jour sur deux sur le cas palestinien. Donc l'initiative sud-africaine se complète avec la mobilisation de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Justement, l'Afrique du Sud qui est au niveau de la CIJ, et l'Algérie qui est membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU depuis janvier, a multiplié les initiatives justement pour d'abord il y a l'urgence de obtenir un cessez
cessez-le-feu immédiat et un arrêt de ce génocide à Gaza, mais aussi de franchir le pas pour justement apporter une solution définitive et une réparation à cette injustice historique dont est victime le peuple palestinien, à savoir disposer d'un État indépendant souverain avec les frontières de 1967 et la capitale qui est Al-Quds Sharif. Très bien, Mokhran Touarabi. Ahmed Kateb, entre 1948 et mars 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 229 résolutions sur la colonisation israélienne, le statut de Jérusalem et sur le retour des réfugiés palestiniens. Alors, ces 229 résolutions sont demeurées sans effet. Ça montre à quel point l'entité sioniste bénéficie d'une immense impunité. Les initiatives ou l'initiative sud-africaine, justement, maintenant commence à battre en brèche cette impunité, n'est-ce pas? Tout à fait. L'initiative sud-africaine fait avancer le droit international et fait avancer la jurisprudence internationale. Oui. Pourquoi? Parce que elle est en train de démontrer qu'elle avance donc à petits pas, mais des pas sûrs. Oui. Et l'entité sioniste ne bénéficie plus, heureusement, de l'impunité dont elle bénéficiait de par le passé. Oui. Mokhran Touarabi, donc l'initiative sud-africaine, je crois que nous avons perdu Ahmed Kateb, on va essayer de le recontacter dans très peu de temps. L'initiative sud-africaine permet de battre en brèche justement l'impunité dont bénéficiait jusque-là l'entité sioniste. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a aussi des démarches au niveau de la Cour pénale internationale qui est une autre instance dont les plaintes visent des personnes. Donc, parmi les personnes, c'est les principaux responsables de ce génocide. À leur tête, Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre de l'entité sioniste. Voilà, donc... effectivement. Le ministre de la Défense aussi. Ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Et le ministre, les trois principaux responsables de ce génocide, donc qui était à l'origine de cette politique génocidaire à Gaza. Oui. Effectivement, Ahmed Kateb a évoqué la jurisprudence. Oui. Effectivement, aujourd'hui, il y a un pas donc très important qui a été franchi, celui de mettre fin à cette impunité qui a trop duré, donc l'impunité de l'entité sioniste, et d'essayer justement de faire honneur au droit international qui a été bafoué pendant de très longues années. Il a été malmené par l'entité sioniste. Vous avez cité le nombre de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ont pas été respectées par l'entité sioniste. C'est la preuve 229 résolutions. C'est la preuve que cette entité jouissait d'une impunité incroyable, qu'elle était rassurée de ne pas être touchée, alors que d'autres États auraient subi les foudres des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, grâce à cette mobilisation des États qui défendent justement le droit international, parce qu'il s'agit de défendre le droit international aujourd'hui, il s'agit de rétablir le respect du droit international, parce que, au contraire, ça serait la jungle. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Palestine. On est face à une jungle où le droit n'est pas respecté, où le plus fort massacre le plus faible, et bien évidemment avec le regard complice de certains membres du Conseil de sécurité qui ont le pouvoir de faire pression sur l'entité sioniste, comme ils ont mobilisé tout un armada de mesures de pression contre d'autres États qui auraient justement touché au droit international. Si on se réfère à cette situation aujourd'hui, on constate encore une fois que le droit international est appliqué selon les intérêts des membres de certains membres du Conseil de sécurité. Quand c'est des alliés importants, on ferme les yeux, et quand dans d'autres cas, on essaye d'exceller dans l'application de ce droit. Très bien, Mokhran Touarabi. Ahmed Kateb, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Alors, l'Afrique du Sud
pas uniquement l'Afrique du Sud, mais de nombreux pays avaient jusque-là dénoncé assez régulièrement l'inaction de la justice internationale. Ils avaient dénoncé les 2 poids 2 mesures de cette même justice internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la réparation de cette injustice qui a été faite à de nombreuses causes, à commencer par la cause palestinienne? C'est un début de réparation, oui, parce que la communauté internationale est sortie de sa cécité. Oui. Et grâce à l'Afrique du Sud et à de nombreux pays, y compris l'Algérie, à travers un soutien direct à la démarche sud-africaine auprès de la Cour internationale de justice, mais également au sein du Conseil de sécurité. Donc, de nombreux pays, de très nombreux pays, ont pris la décision de faire avancer le dossier palestinien pour qu'enfin les Palestiniens puissent disposer d'un État, oui, et qu'ils puissent disposer de leur avenir et de s'émanciper de ce colonialisme inhumain, raciste, qu'est le colonialisme sioniste. Donc un petit rappel historique pour comprendre justement la démarche sud-africaine en 1948, oui, au moment même où la Palestine a été spoliée, le Parti national a pris le pouvoir en Afrique du Sud et a instauré l'apartheid. oui, Donc, 2 systèmes racistes sont nés en même temps. Le sionisme en Palestine et l'apartheid en Afrique du Sud. oui, Et la résistance du peuple palestinien et de l'ANC, du peuple sud-africain, est née également en même temps. Donc cette concomitance explique la démarche actuelle et la démarche historique oui, de l'Afrique du Sud par rapport aux Palestiniens, par rapport à la lutte et au combat du peuple palestinien. L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas l'a bien dit, oui, il a explicité, je le cite, si l'Afrique du Sud a saisi la CIG et la CPI, oui, c'est parce qu'elle estime qu'elle a une obligation particulière envers son propre peuple, c'est-à-dire le peuple sud-africain, et envers la communauté internationale dans son ensemble, de veiller à ce que les pratiques infâmes de l'apartheid, où qu'elles aient lieu, soient dénoncées pour ce qu'elles sont et pour qu'il y soit mis un terme immédiatement. Donc pour les Sud-Africains, c'est une question de principe et de principe cardinal. Le système raciste, suprémaciste, tel qu'ils l'ont subi de la part de l'apartheid, ne doit pas se répéter ni se perpétuer en Palestine occupée. Ou ailleurs d'ailleurs. Ou ailleurs, bien sûr. Parce qu'il est en train de se répéter aussi sous une autre forme au Sahara occidental occupé. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup Ahmed Kateb. Il nous reste encore une petite poignée de minutes avant la fin de l'émission. On rappellera juste que la première décision de la CIG, celle rendue en janvier 2024, a été jugée ou appréciée comme un développement important par le mouvement de résistance Hamas. Selon lui, le verdict isole Israël. Alors, la décision de la Cour internationale de justice indique ce mouvement de résistance est un développement important qui contribue à isoler Israël et dénoncer ses crimes dans la bande de Gaza. Donc, c'est pour vous dire que c'est une séquence donc qui a été appréhendée de manière positive par les acteurs palestiniens eux-mêmes. Ahmed Kateb, avant de vous laisser partir, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura désormais un avant 7 octobre et un après 7 octobre? Est-ce que cette séquence n'a-t-elle pas permis justement à la question palestinienne de réoccuper le centre ou la centralité de l'agenda international? Avant le 7 octobre, on ne parlait pratiquement plus du conflit palestinien. Ah oui, tout à fait. Après le 7 octobre, la question palestinienne est redevenue au centre de la géopolitique mondiale. Oui. Et heureusement d'ailleurs, elle a été prise à bras-le-corps par tous les mouvements décoloniaux, oui, par tous les mouvements d'émancipation, par tous les mouvements progressistes, par les étudiants, oui, et par même des mouvements juifs antisionistes. Oui. Donc on voit qu'il y a une convergence, une mobilisation mondiale de l'opinion publique qui dénonce le génocide, le racisme
l'injustice commise par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien, et c'est une injustice historique dont il faut mettre fin immédiatement, absolument, pour que ces crimes ne soient pas pris à la légère et pour que ces crimes ne soient pas perpétués ailleurs par d'autres types de colonialisme. Donc, c'est pour ça que l'action de l'Afrique du Sud est très importante, parce qu'elle a fait bouger les lignes, parce que désormais il y a jurisprudence. Le fait que la CPI ait émis le vœu qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Netanyahou et de son ministre de la Défense Gallant est une victoire symbolique très importante pour les Palestiniens, pour les Sud-Africains et pour toute personne éprise de liberté et de justice à travers le monde. Et c'est là que la mobilisation internationale doit être plus que jamais plus forte, déterminante, afin de faire aboutir cette action en justice et afin que les criminels qui soient traduits devant la CPI ne soient pas uniquement des criminels issus des pays du Sud, mais également de l'entité sioniste. Et pourquoi pas demain traduire ceux qui ont détruit l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen devant les tribunaux internationaux. Et là, je parle des dirigeants occidentaux. Absolument. Et Ahmed Kateb, il ne peut y avoir de solution au drame que vivent les Palestiniens que par la création d'un État palestinien. Tout à fait. Un État palestinien qui sera dirigé par les Palestiniens et par les seuls Palestiniens. Merci beaucoup Ahmed Kateb, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je crois que le temps imparti à l'émission s'est écoulé. Merci Moukrana Itwarabi d'avoir bien voulu répondre à notre invitation également. Merci. À moi de vous remercier. Merci. Alors vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Madame Linda. Nos remerciements vont également à l'équipe technique, à l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.